Ravi de vous accueillir sur la scène de l'Impact Mobility Forum. Alors, est-ce que peut-être pour démarrer et introduire notre propos, vous pourriez nous décrire en quelques mots la société Geotab et nous préciser en quoi consiste la télématique qui fait l'objet de notre discussion? Alors, avec plaisir. La télématique, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement connecter les véhicules à Internet. Geotab, la société que moi je dirige en France, qui est une société complètement internationale, on est dans 156 pays à travers le monde, c'est le numéro 1 mondial de ce métier-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle la télématique. Connecter les véhicules Internet, c'est la télématique. On est le numéro 1 mondial parce qu'on a 4,1 millions de véhicules connectés dans le monde. Donc ça représente un volume absolument énorme. Alors, en quoi ça consiste? Effectivement, alors, si peut-être 2 mots sur la société Geotab. On a été créé il y a 20 ans. On est une société canadienne, comme je vous le disais, dans 156 pays à travers le monde, 2200 employés. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Pour connecter les véhicules Internet, on pose un boîtier sur la prise OBD du véhicule. Alors OBD, c'est On-Board Diagnostic, donc c'est la prise de diagnostic du véhicule. Vous savez, celle qui sert à brancher la valisette dans les ateliers. Et on va remonter avec ce boîtier 3 types de données. La première catégorie, c'est le comportement du conducteur au volant. Il y a un accéléromètre et un gyroscope dans le boîtier, donc on va savoir s'il accélère trop fort, s'il freine trop brusquement, s'il prend ses tournants trop brusquement. C'est hyper utile, en particulier pour faire des économies. On va y revenir, et puis pour la sécurité. La deuxième catégorie de données, c'est tout ce qui concerne le véhicule lui-même, c'est-à-dire on va lire les données de l'ordinateur de bord, on appelle ça le CAN-bus, donc on va lire toutes les données, les codes de panne, est-ce que les pneus sont sous-gonflés, ça peut être dangereux, et on surconsomme avec des pneus dégonflés. C'est tout en fait ce qui concerne le véhicule lui-même, le kilométrage, la consommation du véhicule, etc. La troisième catégorie, c'est tout ce qu'on va pouvoir brancher sur le boîtier. Alors, par exemple, typiquement, chez Geotab, on ne fait pas de caméra, mais on a un certain nombre de partenaires qui font très bien les caméras et on va pouvoir brancher la caméra sur le boîtier et on va servir de la carte SIM qui est dans le boîtier pour pouvoir remonter sur Internet les données de la caméra. Voilà. Tout un tas de systèmes, par exemple, dans le transport de marchandises. Vous savez, le chronotachygraphe, on va pouvoir le brancher également sur le boîtier et remonter les données à distance. Donc, en fait, ce sont toutes ces données qu'on peut brancher ou un capteur de porte ouverte fermée. Donc, ça, c'est la troisième catégorie. Puis, il y a une quatrième catégorie, je cite pas forcément, qui est la géolocalisation. On y pense facilement quand on pense à la télématique, mais en réalité, c'est pas obligatoire. Voilà un petit peu en quoi consiste la télématique. Et on peut remonter les données soit sur une plateforme, donc la plateforme de Geotab, ou bien sous forme d'API directement, enfin donc des flux de données, si vous voulez, directement sur des logiciels déjà utilisés par l'entreprise. Alors, vous avez rapidement évoqué les raisons pour lesquelles la télématique peut être utile. Qu'est-ce qui va motiver un gestionnaire de flotte publique à utiliser justement l'outil télématique ? Alors, la motivation sur les flottes publiques, c'est la même que sur les flottes d'entreprise, en fait. Et le Arval, l'observatoire Arval de la mobilité publie tous les... alors, Arval, vous savez, le loueur longue durée, publie tous les ans un baromètre. Et dans le baromètre, on voit quelles sont les raisons des gestionnaires de flotte, encore une fois, qu'ils soient publics ou d'entreprise, les raisons d'équiper leur flotte de télématique. Les 2 premières raisons, c'est toujours les mêmes. C'est la sécurité, donc la sécurité des conducteurs eux-mêmes. On a parlé du comportement. Et c'est la sécurité du véhicule, bien sûr, réduire les accidents. Et la deuxième catégorie, enfin, qui vient à peu près au même niveau, c'est de faire des économies. Donc on l'a vu aussi, le comportement volant peut entraîner des économies importantes. Donc ça, c'est les 2 principales. Mais il y en a d'autres qui ressortent beaucoup maintenant et de plus en plus année après année dans le baromètre. C'est le rôle RSE de l'entreprise, c'est-à-dire l'impact environnemental. L'impact environnemental, exactement. Réduire mes émissions. Ça, c'est quelque chose de très important. Mieux gérer ma flotte, évidemment. C'est une des... Et puis il y a un sujet qui apparaît de plus en plus souvent aussi maintenant, c'est de pouvoir partager les véhicules au sein de l'entreprise ou de la collectivité, parce que la télématique permet en fait de faire des ouvertures et fermetures de portes sans clé, avec un téléphone portable. Donc en fait, c'est très très utile pour pouvoir partager les véhicules sans avoir à faire des échanges physiques de clés. Et donc c'est quelque chose qui se développe énormément, l'autopartage au sein des flottes. Ça rejoint d'ailleurs les enjeux partagés par Marie-Claude Jarraud. Exactement. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, du coup, concrètement, d'une flotte publique qui s'est équipée de... Je vais vous donner un exemple d'une flotte qui s'appelle en fait l'EPNAC, qui est une flotte qui est dans enfin l'entreprise. C'est pas une entreprise, c'est une organisation en fait, une association qui est dans le domaine médico-social, puisqu'ils s'occupent en fait de personnes en situation de handicap. Ils ont une flotte d'environ 650 véhicules, mais qui sont répartis sur 70 sites à travers la France. Donc ils avaient un vrai enjeu, morcelé. Exactement, de gestion de la flotte. Ils avaient également
vraiment un enjeu d'améliorer la consommation, c'était quand même un vrai but pour eux, et puis de réduire les accidents et donc d'améliorer la sécurité. On retrouve les éléments que je donnais tout à l'heure. Donc c'était les principaux éléments. Et en fait, les PNAC a constaté, après avoir mis en place le système il y a environ 1 an et demi, qu'ils ont eu une seule contravention. Ils en avaient plein avant. Donc il y a un meilleur respect des véhicules de fait, puisqu'on observe la façon dont se comporte le conducteur. Ils ont amélioré beaucoup les coûts d'entretien, parce qu'ils ont pu faire du prédictif, envoyer les véhicules. Justement, je vous parlais des codes de panne, on peut savoir si le véhicule doit être envoyé en réparation. Et donc en fait, ils ont vraiment amélioré aussi la consommation, et notamment en jouant sur un poste très précis, qui est souvent d'ailleurs un poste important au sein des flottes, c'est le véhicule à l'arrêt, moteur tournant. Alors, il y a plein de bonnes raisons, hein. C'est pour garder la clim allumée, pour regarder le chauffage allumé, etc. Mais en fait, ça consomme énormément. Et donc, en fait, ils ont fait des vraies économies en constatant que beaucoup des conducteurs laissaient le moteur tourner alors que le véhicule était à l'arrêt en attente, par exemple. Alors, parce qu'ils ont des véhicules légers, ils ont des véhicules utilitaires, et ils ont beaucoup de bus aussi. Et donc, en fait, typiquement, en attente que tout le monde se rentre dans le véhicule, on va laisser le véhicule tourner, et c'est beaucoup d'économies potentielles à réaliser. Et donc, oui, en termes de résultats, vous disiez une seule contravention depuis la mise en place. Oui, voilà, une seule contravention, alors qu'en fait, ils en avaient plein avant. Le rêve. Oui. Ok, alors je voudrais revenir du coup sur l'appui de la télématique pour justement réduire sa consommation d'énergie, avoir un impact qui soit plus positif sur l'environnement. Comment est-ce que concrètement la télématique peut aider à avoir une flotte plus verte, si plus verte, oui, exactement, pour réduire les émissions. En fait, je vais vous citer deux façons de le faire. La première, on en a parlé, c'est réduire la consommation, puisqu'évidemment, ça veut dire réduire les émissions de CO2. Je vais vous donner juste un chiffre pour pouvoir vous faire visualiser vraiment de quoi on parle. On constate, chez Geotab, je vous dis 4,1 millions de véhicules à travers le monde, donc on a de quoi faire des stats. On a constaté que sur une flotte moyenne, à véhicules comparables, le conducteur qui consomme le plus versus celui qui consomme le moins, la différence peut aller jusqu'à 35%. Un gros tiers. Donc, en fait, c'est énorme. Et donc, c'est un vivier d'économie extraordinaire, rien que sur la partie consommation. Donc, qui dit consommation réduite, dit évidemment émissions réduites. Donc ça, c'est pour moi la première façon d'arriver vers une flotte, on va dire, plus vertueuse, c'est de lui faire réduire, quand ce sont des véhicules thermiques, sa consommation. La deuxième façon, et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà deviné, c'est le passage à l'électrique. Le passage à l'électrique permet également, bien sûr, de tendre vers une flotte zéro émission. La télématique est extrêmement utile pour passer à l'électrique. Je vais vous décrire pourquoi en quelques mots. Quand on positionne des boîtiers dans les véhicules thermiques, on va savoir très précisément quel est leur usage. Combien de kilomètres ils font chaque jour. On peut faire une étude sur 3 mois, par exemple, s'il y a un peu de saisonnalité. Donc on va savoir très précisément quels sont les kilométrages vraiment effectués. On sait quels sont les temps de pause. Donc ces temps de pause, demain, ce sera les temps de recharge. Donc on va pouvoir très précisément savoir quels sont les véhicules qui sont les bons candidats pour passer à l'électrique. Et une fois qu'on a identifié ces véhicules, à ce moment-là, chez Geotab, on est capable de dire voilà les véhicules qui existent sur le marché aujourd'hui, électriques, qui sont capables de remplir cet usage. On a même sorti une étude il y a à peu près 1 an et demi, alors elle date déjà un petit peu, il va falloir qu'on la refasse. On était arrivé, alors c'était sur toute l'Europe, mais en France, le chiffre qui est intéressant, c'est sur les flottes en France, aujourd'hui, alors encore une fois, flotte publique de collectivités et flotte d'entreprises privées, on avait calculé il y a 1 an et demi que 50% des véhicules de flotte pouvaient passer à l'électrique de façon économiquement intéressante et sans modifier l'usage. Donc, et pour les véhicules utilitaires, c'était encore pire. Ça peut ne pas être intuitif. Parce que les freins, c'est essentiellement la crainte de ça va me coûter très cher de passer mes véhicules électriques et les usagers vont finalement pas sans... Enfin, ça va être compliqué pour eux, quoi. Exactement. Ils vont avoir la crainte de la panne électrique. C'est toujours cette crainte qui fait que... L'autonomie, etc. Et donc, si on écoute véritablement les conducteurs, ils vont tous dire non, pas moi, ça va pas être possible parce que de temps en temps, je fais un peu plus de kilomètres. Bon, après, avec les chiffres, avec la data qu'on va remonter véritablement des boîtiers, il y a le dossier, c'est clair, ces véhicules-là. Alors, on peut choisir de bouger le curseur comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut se dire, je ne veux pas, parce que c'est un véhicule utilitaire qui va se déplacer dans la ville pour faire par exemple la livraison du dernier kilomètre, je ne veux pas avoir à faire de recharge en itinérance durant ma journée parce que ça changerait ma façon de travailler. Par contre, on peut se dire sur un véhicule véhicule léger qui va faire beaucoup de kilomètres, on pourrait se dire 1 fois ou 2 fois dans la semaine, s'il fait une recharge en itinérance, c'est pas grave. Ça va pas changer sa façon de travailler. Donc en fait, on peut choisir de mettre le curseur où on veut, mais nous on est capable carrément de dire voilà les véhicules qui sont capables aujourd'hui et
on ne se base pas sur le kilométrage WLTP annoncé par les constructeurs, il est parfois risible, on se base sur le vrai kilométrage, comme je vous ai dit, on a suffisamment de véhicules pour savoir quel est le vrai kilométrage, la vraie autonomie des véhicules électriques. Vous avez parlé de data, alors ça m'amène à un autre sujet dont je voulais qu'on parle parce que c'est d'actualité, je suis sûre, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'intelligence artificielle. J'ai vu que vous aviez lancé une solution d'IA récemment, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors avec grand plaisir, parce qu'effectivement c'est complètement révolutionnaire. Le problème finalement d'un gestionnaire de flotte, c'est d'avoir de plus en plus de données à sa disposition et finalement de finir par se noyer dans cette donnée et de se demander ce qui est important, où aller chercher la bonne donnée, etc. Alors bon, évidemment, chez Geotab, on est capable quand même de ressortir des alertes. Les alertes, ça veut dire par exemple des choses, des voyants moteurs allumés rouges, arrêtez-vous. Ça peut remonter sur le gestionnaire. Et puis ça peut être aussi des tableaux de bord qui peut regarder tous les matins en disant je veux savoir quels sont tous les véhicules qui sont avec des pneus sous-gonflés, comme ça je vais pouvoir m'en occuper. Ou bien ça peut être des rapports après coup, voir un petit peu quelles sont les améliorations de la flotte, etc. Donc il y a différents moyens de remonter la donnée, mais malgré tout, il y a de plus en plus de données. Donc ce qu'on a lancé il y a 6 mois chez Geotab, en fait, c'est une intelligence artificielle. Alors on utilisait l'intelligence artificielle depuis très longtemps déjà pour améliorer nos produits et nos services, mais là, on l'a lancé à disposition de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on a, alors c'est le ChatGPT si vous voulez de Geotab, d'ailleurs c'est basé sur OpenAI exactement comme ChatGPT. La différence c'est que les données qui sont utilisées, c'est exclusivement les données de l'entreprise elle-même ou de la flotte. C'est fermé. Voilà, c'est complètement fermé. Donc on est sur parce qu'on le sait, ChatGPT va chercher les données un peu n'importe où, on sait pas quelle est la source. Là c'est véritablement uniquement la flotte qui nous intéresse, qui est la source. Et il y a un prompt, exactement comme sur ChatGPT. Le gestionnaire va proposer des questions alors hyper simples, du genre quelle a été la consommation moyenne de mes Renault Mégane sur les 6 derniers mois. Ça, c'est simple. Il peut aussi poser la question du type sur ces 12 derniers mois, le fait de passer à l'électrique progressivement, combien est-ce que j'ai économisé de tonnes de CO2 ? Et il a la réponse. Et là, on va aller chercher des données dans différents fichiers. Ça peut être aussi, si je passe sous mes véhicules électriques demain, où est-ce que je dois positionner mes bornes ? Donc tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement utiles. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas gestionnaire de data, tout le monde n'est pas un expert de la data. Alors là, par contre, il a à disposition, le gestionnaire, son expert de la data. C'est un accompagnement, en fait, au-delà de la donnée qui est disponible. Et j'ajoute une chose, c'est qu'on est en train de sortir une nouvelle version de cette IA générative et conversationnelle qui s'appelle ACE. Cette nouvelle version, elle permet alors d'avoir une mémoire, ce qui fait que lorsqu'on pose la question, quand on se rend compte qu'on n'a pas bien posé sa question, on va la reposer une deuxième fois, une troisième fois, un peu différemment. Et comme maintenant il y a une mémoire, il voit où on veut en venir. Donc c'est carrément comme une conversation, si vous voulez. Le deuxième aspect hyper important, c'est que on est capable maintenant de faire du prédictif. Parce que comme on a les 4 millions de véhicules par ailleurs, on est capable de répondre à la question quels sont les conducteurs qui vont avoir un accident le mois prochain. Donc c'est du prédictif. Je peux le prévoir. Donc, je fais en sorte de l'éviter. Parce que leur comportement est tel que Ou bien, quels sont les véhicules qui, dans la semaine qui vient, vont tomber en panne. Ça aussi, je peux le prédire. Parce que je compare à 4 millions de véhicules. C'est génial. Mais c'est vrai qu'on a lancé ça il y a 6 mois. Maintenant, on est à la 2e génération. Et c'est vrai que ça évolue extrêmement vite et que c'est passionnant de suivre ça. Alors ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à la pause et ce midi, vous pourrez retrouver les équipes de Geotab si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce projet-là spécifiquement qui est très fortement d'actualité. Peut-être un rapide mot de conclusion, François Denis. Alors, un mot de conclusion. On parle d'électrification. Vous avez entendu parler de la LOM, comme tout le monde. Vous savez que en fait, les collectivités, les flottes publiques, il y a une obligation dès 2024 que 30% des renouvellements de 2024 doivent être faits avec des véhicules low emission, émissions basses, pardon. Et l'année prochaine, ce sera 40%. On le sait, puisque ça a été publié sur ces 15 derniers jours. Il y a eu plusieurs études qui sont parues qui indiquent que les flottes des collectivités et les flottes des entreprises, à 60%, n'ont pas respecté la LOM jusqu'à présent, en 2023. C'est énorme. Ça veut dire que, tout le monde se doute que... Alors pourquoi ? Pourquoi tout simplement ? Parce qu'elle n'est pas contraignante. Aujourd'hui, elle n'est pas contraignante, cette LOM.
personne ne s'attend à ce qu'elle reste non contraignante. On le sait, elle va le devenir. Et donc, en fait, j'encourage vraiment tous les gestionnaires et toutes les flottes publiques à véritablement, le plus rapidement possible, s'emparer de la LOM, parce que quand il faudra faire du rattrapage, ça va être un petit peu compliqué. Parce que quand il va falloir rattraper le retard, ça va être carrément difficile. Donc voilà. Et je vous rappelle simplement que, effectivement, la télématique peut vous aider très, très grandement à passer justement à l'électrique, comme je disais tout à l'heure. Donc, je ne peux que vous y encourager. Merci beaucoup, François Denis. Et puis encore une fois, on retrouve vos équipes au rez-de-chaussée. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci.